Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro de Sans mentir. C'est une émission que vous proposera Calédonia tous les mois pour décrypter et analyser un ou plusieurs sujets de l'actualité du pays. Chaque fois, nous ferons appel à des experts pour qu'ils nous livrent des éléments de compréhension et de réflexion, qu'ils nous éclairent sur des sujets souvent complexes et techniques au cours d'un débat sans langue de bois et, je l'espère, toujours courtois. En fin d'émission, chacun de nos invités s'arrêtera sur un fait d'actualité qui a retenu son attention. Alors pour cette première émission, le nickel s'est imposé. À quelques semaines du référendum, le métal du diable est revenu vampiriser le débat. Dans le sud, le Brésilien Vale jette l'éponge et comme l'a dit son PDG, après une tôle monumentale, une junior australienne New Century est en bonne place pour reprendre l'affaire, mais coutumiers et indépendantistes s'y opposent vertement. Du côté de la SLN, c'est la faillite qui guette d'ici la fin de l'année, le plan de sauvegarde n'ayant pas porté les fruits espérés. Et puis dans le nord, l'usine continue toujours de ramer pour monter en puissance, tandis que la dette s'envole. Nickel, l'introuvable stratégie, c'est le titre de cette émission. Et pour en parler avec nous ce soir, Xavier Benoît, président de la Fédération des industries de transformation. Bonsoir. Bonsoir. Gérald Cortot, vétéran de l'Union calédonienne, ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Djibaou et ancien membre du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Thibaut Martelin, vice-président du MEDEF, chargé du développement et de la relance. Bonsoir. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons d'abord de Vale, puisque c'est le sujet qui est au sommet de l'actualité dans le nickel. Et peut-être avant d'aborder avec vous les acheteurs potentiels, je voudrais votre avis sur cette affaire. C'est vrai que Vale, en 20 ans, a dépensé des milliards. C'est un échec monumental, sans doute l'un des plus grands échecs du groupe industriel, comme l'a dit Antonin Beurrier. Alors, partir comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Benoît? Qu'est-ce que vous pensez finalement du passage de Vale en Calédonie? Alors, je pense que, comme vous l'avez dit, le point important, c'est un échec. Et on ne peut pas s'en réjouir. Un échec économique d'un industriel, c'est quelque chose qui impacte effectivement son écosystème. Et je pense qu'il faut aller chercher la leçon de cet échec. Et je pense que c'est à nouveau un appel pour qu'on arrive sur une stratégie nickel du pays, de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que cet échec est un appel fort à cette stratégie nickel qui manque profondément aujourd'hui sur ce territoire. Gérald Cortot, pour vous, Vale, 20 ans d'efforts pour partir? 20 ans d'efforts pour partir, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit là. Et par contre, ce qui serait aussi intéressant, c'est que l'on puisse analyser la raison de l'échec. D'accord, bon, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu au cours de cette émission. Donc, fin juillet, Antonin Beurrier, donc le PDG de Vale-NC, a annoncé que les discussions exclusives pour le rachat donc avec New Century Resources, une junior australienne, allaient se prolonger pendant 45 jours, après donc des avancées décisives. Le hic, c'est que les coutumiers, le FLNKS et même d'autres sont vent debout contre cette offre. L'UC l'a qualifiée d'opération foireuse, l'UNI parle de bradage du patrimoine et ils ont d'ailleurs manifesté une première fois la semaine dernière dans les rues de Nouméa. Alors Thibaut Martelin, pourquoi est-ce qu'il faudrait se méfier des Australiens? Alors moi j'aimerais surtout demander pourquoi il faudrait se méfier d'un racheteur, quel qu'il soit oui. Australien, coréen. Alors chinois, l'État français s'est clairement positionné vers un axe indo-pacifique pour lutter contre l'hégémonie chinoise. Donc on comprend pourquoi la France avait exclu tout racheteur potentiel chinois. Les Chinois ne mettent pas les pieds en Calédonie en gros. Exactement, pour l'instant en tout cas. Je voudrais simplement revenir un peu sur la notion d'échec que vous soulignez tout à l'heure. Et c'est vrai pour les 3 métallurgistes qui sont présents sur le territoire. Le marché a fondamentalement changé ces 10 dernières années et personne ne l'avait suffisamment bien anticipé. Donc d'un point de vue technique, il est certain qu'il y avait des choses à revoir. C'est ce qui a été prévu avant la revente de l'usine, en arrêtant donc l'affinage du minerai au NHC et non plus jusqu'à un état de pureté un peu plus important. Donc le vrai problème en fait aujourd'hui est de trouver un opérateur qui sera capable de poursuivre ce projet. Il semblerait que ce ne soit plus Vale et ce qui est important aujourd'hui c'est de sauvegarder des emplois au maximum sur le territoire.
Xavier Hudon, vous, que pensez-vous de cette vente qui, on le rappelle, est un deal négatif, hein, puisqu'en fait, Vale ne tirera aucune recette de cette vente et au contraire va laisser 500 millions de dollars, non, oui, 500 millions de dollars pour financer Lucie. Donc, vous, quel est votre avis sur ce sera un deal négatif, projet? Pas que pour Vale. Hein. Aujourd'hui, en partant, on voit qu'il y a une zone d'incertitude qui s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a une zone d'incertitude qui s'ouvre pour les salariés de Vale. Donc le deal négatif, il est au-delà de Vale. Sur la question de savoir est-ce que l'Australien est... on doit en avoir peur ou pas peur. La question, en tous les cas, il faut qu'on se pose les questions. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est demandé, c'est que vendre une usine ou vendre une activité comme celle de Vale Nouvelle-Calédonie, c'est pas un acte anodin. On voit qu'on est sur une activité stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, on voit qu'on est sur une activité stratégique pour la France, et donc c'est pas un sujet anodin, et bien entendu qu'il faut en parler. J'aurais juste donné un exemple. Il y a quelques jours, le gouvernement australien a interdit la vente d'une laiterie. C'est quand même pas une activité qui semble aussi stratégique que pourrait l'être une activité de nickel, juste parce qu'effectivement, ils pensent qu'ils ont aussi un mot à dire sur les activités économiques de leur territoire, et je pense que c'est assez normal qu'on ait un avis à donner au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur la vente d'une activité comme Vale, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'État s'est engagé avec cette entreprise, notamment l'État s'est engagé par un prêt qui a été fait à Vale, parce que la Nouvelle-Calédonie met à disposition des terres qui lui appartiennent, donc la Nouvelle-Calédonie a aussi son mot à dire, et parce que Vale, dans l'écosystème économique et social calédonien, c'est quelque chose qui compte, et donc effectivement, globalement, la Calédonie a son avis. Je ne rentre pas dans les questions liées à l'environnement, mais les questions de l'environnement sont des questions importantes. Et donc effectivement, sur le repreneur, il faut que globalement l'État, la Calédonie puisse donner un avis, doivent avoir un avis, et doivent avoir un avis par rapport aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, c'est vrai, on a l'impression que la Nouvelle-Calédonie est un petit peu exclue de cette transaction. Gilles Brial, le vice-président de la province Sud, a récemment déclaré « Vale est une société privée, c'est au vendeur de choisir son acheteur ». Alors effectivement, l'usine du Sud, ce n'était pas une épicerie. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérald ? Vous trouvez aussi que ce n'est pas simplement une transaction entre deux multinationales et qu'on doit regarder les affaires se faire devant nous? Évidemment. Alors, je dirais que la première des choses qui choque plusieurs personnes, c'est lorsque l'on entend M. Berrier nous indiquer que l'usine serait rentable d'ici peu dans ses déclarations. Rentabilité 2020. Donc la première question qu'on peut se poser lorsqu'on est naïf, c'est mais pourquoi vendre une unité qui serait rentable en 2020 ? Deuxième question, lorsque l'on voit le New Century, c'est-à-dire que la société qui a été retenue en attendant, 60 jours plus 45 jours au niveau des discussions, vous avez des moyens de communication énormes maintenant au niveau du monde, et lorsque vous allez sur Internet, lorsque vous faites les recherches, vous vous apercevez que cette société, c'est une société qui n'est pas extrêmement importante. Quand on regarde le cours de la bourse, on le regardait encore, c'était hier, quand on le regardait encore, c'est une société grosso modo qui est aux alentours à moins de 20 milliards de francs Pacifiques. Donc c'est une petite société qui n'a pas les connaissances dans le domaine. Et là, c'est des questions que se posent beaucoup de personnes. Mais pourquoi ? Alors, lorsqu'on analyse et qu'on va chercher plus loin, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fin de compte, vous avez des financiers qui sont derrière et des grosses banques. Donc on se dit, il y a sûrement un coup de bourse à faire sur le sujet à partir du moment où s'ils obtiennent une autorisation de vente de minerais. Donc vous allez avoir la valeur de la bourse étant donné ce que représente ce massif qui est extraordinaire, et d'une. Et puis de deux, moi contrairement à ce que vous dites, on se dit, mais pourquoi Vale a cette démarche? Et puis, pourquoi Vale jette l'éponge alors que maintenant l'usine devient rentable et qu'il y a de belles perspectives? Et que Vale nous dise, on vient, on part et on retire surtout l'affinage. Et là, lorsque vous allez un petit peu plus loin, vous vous apercevez qu'au nord de la Chine, à Dilan, Vale a une usine de raffinage qu'il a rachetée. Il est propriétaire à 98%, et qu'en fin de compte, le nickel, enfin le produit, le NHC, qui serait produit aussi, le raffinage
pourrait très bien se faire là-bas. Donc vous voulez dire qu'en fait la première étape jusqu'au NHC sera faite en Calédonie, mais qu'ensuite la plus-value, donc le produit fini, ce sera dans une usine de Valais. La NHC, là on a un spécialiste, c'est grosso modo 30% en dessous du LME, et que le produit totalement fini là-bas, c'est au cours du LME, voire 10% supplémentaire. Ce qui veut dire que, grosso modo, vous avez un différentiel entre 30 et 40% qui va se faire en donc, gain. Que Valais se retirait sans vraiment se retirer. Uniquement de l'autre côté. Alors, ceci fait poser plein de questions, mais voilà, quand vous allez plus loin. Alors, moi, ce que je voudrais dire... Attendez, je voudrais que tout le monde, je voulais juste avoir votre avis, Monsieur Martellin. C'est vrai que vous considérez que c'est plutôt une affaire qui concerne des entreprises, une affaire privée. Est-ce que vous trouvez-vous que la Nouvelle-Calédonie doit être plus présente, doit avoir son avis à dire, qu'elle est impliquée dans qu'elle doit s'impliquer dans cette transaction? Alors je vais retourner le problème. Je pense qu'il est du devoir de Valais et des acheteurs, dans une démarche RSE, d'avoir des explications, d'apporter des explications et des garanties sur le deal, de ce que j'en comprends pour l'instant et de ce que j'en sais, parce que ça reste quand même une transaction très importante, avec un certain secret des affaires qui l'entoure, et c'est bien normal, puisqu'encore une fois, le deal n'est pas bouclé. Donc il n'est absolument pas dit qu'il n'y aura pas un second round avec d'autres acteurs qui pourront rentrer ou qui seront rappelés. Donc je pense qu'on est à ce jour très en amont, il n'y a pas eu de signature. De toute façon, le code minier est clair, vous l'avez souligné. La ressource, c'est une compétence des provinces, le nickel, pour ce qui est de son extraction et de sa transformation sur place. Donc j'imagine bien évidemment que la province aura son mot à dire, que l'acheteur et le vendeur auront des explications et donneront des explications suffisantes et qui justifieront que le choix qui justement, dans ce fait. cadre-là, Calédonie Ensemble a réclamé une session extraordinaire au Congrès pour que l'industriel vienne s'expliquer, ce qui n'a quand même pas été le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démarche de Valais devant les élus, alors que les élus sont partie prenante. Valais bénéficie d'un pacte fiscal. C'est vrai qu'il n'y a pas eu cette transparence quand même jusqu'alors. Qu'en pensez-vous? Personnellement, pour aller par rapport à ce que vous dites, quand vous parlez de la confidentialité, je dirais que le directeur d'ici a plus ou moins violé la confidentialité en indiquant qu'en fin de compte, ceux qui avaient répondu, et entre autres que Sofinor et SMSP n'avaient ni la capacité technique ni la capacité financière. Or, c'est pour ça que l'émission veut que l'on soit sur ce plateau sans mentir. Je reprends, moi, ici, le trader, celui qui vend donc les produits australiens, tout particulièrement ceux de New Century. Et qu'est-ce que dit ce trader australien? Qu'en fin de compte, Korea Zinc, qui est le partenaire de la SMSP, de l'autre offre. Ils sont plus de 30 fois plus importants que NCR, et il vous dit que Korea Zinc est un groupe de fusion de zinc le plus rentable au monde et que Korea Zinc possède la technicité la plus importante et la plus élaborée au monde. C'est à la page 12 du blog de l'autre offre qui est soutenue par les coutumiers et le FLNKS, c'est Korea Zinc en partenariat avec une entité pays, effectivement dont on ne sait pas, qui détiendrait 56% et 44% pour Korea Zinc. Le projet, c'est de refaire en fait de l'oxyde de nickel, de rouvrir la raffinerie. Alors, Valais a dit l'autre jour, cette offre n'a pas été retenue, point final. Pourquoi elle n'a pas été retenue? Vous le savez, par exemple? Pourquoi est-ce que cette offre n'a pas... Je m'excuse, Valais est allé plus loin. Il a fait des déclarations, M. Beillet a fait des déclarations, comme quoi l'offre qui était faite par Sofinor et SMSP n'était pas solide. N'était pas solide, qu'il n'avait pas les connaissances techniques et les fonds. Alors que c'est tout le contraire. Alors c'est pour ça que nous, la question qu'on se pose quand on connaît les choses, c'est de se dire, mais pourquoi, excusez, pourquoi tant de mensonges, à quoi on veut arriver, quoi, voilà.
Vous pensez qu'il y a des mensonges dans cette affaire aussi, Xavier Benoît? En tous les cas, dans l'échange qu'on a entre nous quatre, on voit qu'il y a besoin aujourd'hui que, effectivement, dans la discussion, les collectivités rentrent, puisque il y a besoin d'avoir de l'information. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la légitimité du Congrès sur un sujet, elle est assez certaine. La légitimité de la province sud, elle est aussi certaine. Donc, on voit qu'on a besoin d'informations et qu'on ne peut pas laisser se dérouler une opération avec des doutes aussi importants sur la légitimité d'une offre ou d'une autre, sans enlever l'aspect du secret des affaires, hein, qui est certain. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer sur une opération de ce type-là dans un contexte économique, social et politique qui est quand même compliqué. On est quand même à un mois du référendum, qui est quand même compliqué. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des discussions non politisées. Moi, je reviens sur cette idée que la stratégie nickel, c'est quand même ce qui nous interpelle dans cette question-là, et j'espère qu'on y reviendra. Mais il faut qu'il y ait des discussions avec les collectivités. Et donc, les collectivités doivent se positionner pour exiger ce débat aujourd'hui. D'accord. Quand monsieur parle des collectivités, excusez-moi, il n'y a pas que la collectivité sud qui est dans l'actionnariat. Oui, la SPMNC, donc il y a 5%, effectivement il y a 50% pour la province sud et 50% île Nord. Alors on va passer à un autre acteur majeur du nickel en Nouvelle-Calédonie qui est en très mauvaise posture, la SLN. Alors la vieille dame a un pied dans la tombe, si je puis dire. Elle risque la faillite en fin d'année puisqu'elle n'a plus de trésorerie. Elle aura consommé l'ensemble de son prêt. Elle a perdu 9 milliards l'an dernier, 8e exercice déficitaire consécutif. Thibault Martelin, la SLN est en péril? Une société qui perd de l'argent, généralement, c'est inquiétant. Je souligne par contre, effectivement, 9 milliards l'année dernière de pertes, c'est nettement moins qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans. Donc il y a effectivement un plan de relance qui a été, et de compétitivité qui a été engagé. Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a une restructuration qui est en cours avec un maintien de l'emploi, et ça c'est très important, qu'on puisse maintenir les emplois. Aujourd'hui, la SLN a énormément de difficultés à mettre en place son plan. Elle a des problèmes de compétitivité en termes de coût de l'énergie qui est très supérieur à ses concurrents directs. Elle a un problème sur le coût du travail qui est relativement élevé en Nouvelle-Calédonie, et c'est tant mieux, ça finance un système social, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a un coût environnemental qui est élevé, et c'est tant mieux. Il est hors de question qu'on renonce aux avancées en termes de protection de l'environnement qui ont été faites ces dernières années. Pour autant, tout ça, ce sont des éléments qui perturbent la rentabilité de l'entreprise, et elle a aujourd'hui énormément de mal à changer son rythme de travail, hein, parce que je vous rappelle que son plan de compétitivité reposait sur 3 piliers qui étaient un accès à l'énergie à moindre coût, une augmentation du temps de travail et une plus grande participation de la part export sur son résultat. Alors elle avait déjà obtenu 4 millions de tonnes, et effectivement, pour essayer d'éponger les pertes, on va dire, de Doniambo, elle demande une hausse à 6 millions de tonnes. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Benoît? Il faut venir au secours de la SLN et accorder de nouvelles exportations? Vous pensez que c'est une bonne idée? Le point important, c'est que SLN est en grande difficulté, et ce n'est pas la première année. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que SLN, vous dites un pied dans la tombe, elle a eu un doigt de pied dans la tombe, 2 doigts de pied, puis maintenant, effectivement, peut-être un pied dans la tombe. Ce qui me choque, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'industriel et en tant que représentant d'autres industriels, ce qui me choque, c'est quand certaines personnes disent SLN ou Vallée ont un problème de cash flow, il faut revenir à leur secours. Mais moi, je connais des dizaines d'entreprises qui aujourd'hui ont des problèmes de cash flow, et il faut venir au secours de la trésorerie. Donc finalement, on cherche tous aujourd'hui ce distributeur de billets et de trésorerie qui permettrait de nous aider. Et à nouveau, on peut aider des entreprises, on peut avoir une politique publique pour accompagner une entreprise quand elle est en difficulté, à une seule condition, c'est que l'entreprise, elle prenne des engagements derrière. Or, aujourd'hui, et on parlait du problème de l'énergie, ce qui fait que le dossier pédale aujourd'hui sur la partie énergie, c'est que Eramet ne prend pas d'engagement vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie sur la consommation d'électricité sur une longue durée, parce qu'on sait que c'est un projet qui va coûter cher. Donc elle ne déclare pas sur sa stratégie dans les années à venir, sa vision. Elle demande des choses finalement
sans ouvrir des perspectives et des garanties qu'elle va rester en Nouvelle-Calédonie? Enfin, qu'est-ce qui... J'ose imaginer qu'elle veut rester en Calédonie, parce qu'autrement elle ferait comme Valais et elle céderait ses activités. Je pense que juste aujourd'hui, si elle veut effectivement un accompagnement de la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'elle prenne des engagements vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas d'abord le chantage à l'emploi. Aujourd'hui, c'est plus entendable. Enfin, moi, vous trouvez qu'il y a un chantage à l'emploi? Indéniablement, sur le dossier SLN, on nous a fait un chantage. Sur le dossier d'Onyambo, je dirais, on nous fait du chantage à l'emploi en disant si jamais on ferme d'Onyambo, il y aura 800 emplois directs plus tous les emplois indirects qui seront fermés. Et ça, c'est plus un discours entendable, parce que moi, je dirais quelque part, chiche, et allons-y, qu'est-ce qu'on est capable de mener comme projet sur le site de Donyambo à la place de SLN. Et c'est quelque chose qui, dans le monde entier, c'est déjà fait. Donc le chantage d'emploi, il est plus entendable. Le chantage au cash flow, je suis désolé pour SLN, mais ils l'ont déjà fait. L'État est venu à leur secours, Eramet est venu à leur secours, et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc le chantage à la trésorerie, aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Dire qu'on est dans un monde qui est en train de changer et des problèmes de trésorerie dans les entreprises, on en a beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, on nous expliquait que les banques en Calédonie avaient réinjecté 17 milliards de trésorerie dans les entreprises calédoniennes. Donc le problème de trésorerie, de cash flow, tout le monde l'a aujourd'hui. Et donc, c'est plus un chantage qu'on peut tenir. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'entreprise, décemment en prenant des engagements forts, elle peut maintenir ses activités. Et le chantage à l'exportation, pour moi, c'est pas non plus quelque chose qui est entendable. C'est un peu comme si moi je venais en disant Nouvelle-Calédonie, bonjour, comment est-ce que vous faites pour vendre mes produits? Non, ça c'est pas entendable. Gérald Cortot. Moi, il y a, par rapport à la question que vous posez, je dirais que la SLN, l'outil, tout le monde en convient, l'outil est obsolète, et qu'il y a là énormément d'erreurs stratégiques qui font que l'on est arrivé à cette situation. Par contre, là, vous posiez la question tout à l'heure sur l'exportation, c'est-à-dire grosso modo un métallurgiste qui va se transformer en mineur. Vous évoquiez très bien le fait qu'il y ait déjà 4 millions de tonnes qui soient exportées. Oui, des autorisations qui ont été données déjà. Et une demande de 6 millions de tonnes. Alors, c'est 2 millions supplémentaires. 2 millions, donc ça vous fait 6 millions de tonnes au total. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 6 millions de tonnes, quelque part, vous alimentez 2 usines comme la SLN. C'est-à-dire qu'elle va exporter plus qu'elle ne consomme dans son usine. Non, mais c'est-à-dire que, et moi je reprendrai les déclarations de monsieur Bertrand Madelin donc, au Sénat, qui vous dit il ne faut pas sous-estimer la valeur du minerai que nous exportons. Si nous le faisons, nous nous tirons une balle dans le pied, si je puis dire. Donc ça veut dire que quelque part, en exportant et en donnant la possibilité de créer presque 2 usines comme la SLN par rapport au minerai qui sera exporté, la SLN est en train de se tirer une balle dans le pied. Mais est-ce que, M. Martelin, c'est vrai que la SLN dit qu'elle veut exporter des produits qu'elle ne peut pas traiter dans son usine. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique, finalement, à exporter quelque chose que de toute façon on ne peut pas traiter ? Alors, non seulement ils ne peuvent pas les traiter, mais ils sont obligés de les manipuler. C'est-à-dire que pour aller chercher du minerai à plus forte teneur, ils sont obligés de manipuler des minerais à plus faible teneur. Donc vous ajoutez du coût sur ces tonnes-là et vous ne les valorisez pas. Donc effectivement, économiquement parlant, il faut les valoriser. Je voudrais revenir sur cette histoire de se tirer une balle dans le pied pour donc passer de... Ils exportaient 1,5 million de tonnes, ils seront à 2,5 millions cette année, peut-être à 3, 4. Ça prend du temps, il y a une certaine inertie quand même pour développer les capacités de production sur mine. L'année dernière, la Chine a importé 63 millions de tonnes de minerais. D'accord ? Donc là, on parle de même pas 10% de la consommation annuelle de la Chine, qui n'est pas le seul consommateur de minerais. D'accord ? Donc, tout est relatif. Aujourd'hui, les exports de minerais de Nouvelle-Calédonie sur le marché mondial du minerai, c'est Epsilon. L'Indonésie, l'année dernière, a exporté 40 millions de tonnes. Les Philippines, 22. Voilà. Mais ce qu'on observe quand même au fur et à mesure des années en Calédonie, c'est que les exportations ne cessent d'augmenter. Elles sont passées de 5,3 millions de tonnes en 2015 à 7,2 en 2019 et qu'en contrepartie, la métallurgie baisse. Donc, c'est vrai. Ce qui revient à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le modèle du nickel dans le monde a changé. Donc ça, c'est indéniable.
comment est-ce que la Calédonie se positionne au milieu de ce modèle-là. Et je pense que on y revient, c'était le titre de votre émission, de cette émission. C'est aujourd'hui, comment est-ce que la Calédonie, elle construit une stratégie calédonienne du nickel, où on n'a pas des acteurs qui se tirent les uns dans les autres, et parfois qui ont des intérêts contraires les uns aux autres. Donc ça, c'est l'enjeu principal. Après, juste en réponse à M. Martana, l'enjeu, ce n'est pas de savoir si on pèse 1% ou 10% des exportations de minerais, c'est est-ce que le minerai qu'on exporte, on n'a pas une solution pour mieux le valoriser dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est ça l'intérêt de construire une stratégie nickel pour la Calédonie, c'est quelle est la meilleure solution pour optimiser notre nickel, qu'il soit aujourd'hui exploitable par la SLN ou par un autre acteur, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur rendement de ce minerai. Et tant qu'on n'aura pas écrit une stratégie de la Nouvelle-Calédonie, on ne sera incapable de répondre à la question. D'accord. On viendra sur la stratégie un petit peu plus tard. Je voudrais juste... Non, mais moi, par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'à partir du moment où les autorisations sont données au niveau des exportations, que ce soit la CLN, que ce soit demain Valais, il est faux de dire que la Calédonie ne représente que très peu au niveau des exportations. Lorsqu'on regarde par rapport au ban des Indonésiens... Alors le ban, c'est l'interdiction d'exporter du minerai des Indonésiens. Exactement. La Calédonie, et vous avez raison quand vous parlez de 60 millions de tonnes, la Calédonie va se retrouver quelque part en un exportateur important qui va tourner autour de 18 à 20% donc des exportations mondiales. Et nous, on a là, je dirais, deux points de vue. Moi, je peux comprendre ce que monsieur défend parce que monsieur est mineur. Moi, je n'ai pas un regard de mineur, j'ai un regard d'intérêt général au niveau du pays. Et je me dis, moi, plus on va exporter de minerais, c'est-à-dire que plus on va prendre quelque part un peu la place de l'Indonésie qui, elle, a fait un ban et a arrêté de faire l'exportation, et quelque part, ça ne va pas contribuer à raréfier la matière première, permettant donc, dans ces conditions-là, d'augmenter, que le LME puisse augmenter. Alors, on va poursuivre le débat en revenant sur les textes qui sont passés au Congrès le 4 août, au gouvernement le 4 août, les textes miniers, et encore faut-il justement que ces textes qui sont passés au gouvernement, qui ont été votés, je crois, 6 voix sur 11, arrivent maintenant au Congrès, et l'un d'eux portait sur le déclassement en fait des réserves géographiques métallurgiques de Goro et de Thiébagui, donc des sujets qui sont totalement liés à l'exportation de minerais de Valais et de Thiébagui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de pouvoir exporter du minerai de la part de ces réserves qui étaient jusqu'alors classées en réserves métallurgiques ou qu'il faut s'y opposer, comme les sénateurs coutumiers ou le FLNKS? Gérald Cortot. Écoutez, moi, par rapport à tout ce que j'ai développé, je ne pourrais pas vous dire que qu'il faut ouvrir l'exportation. Mais dire c'est un texte sacré, le code minier, on n'y touche pas, ou c'est vrai que le marché bouge autour de nous, donc on peut envisager. Mais évidemment que le marché bouge. Nous, si vous voulez, allez, un petit exemple. Voilà. Admettons ça, c'est un morceau d'inox. Dans cet inox-là, vous avez du nickel. Okay. Donc, le nickel, le bénéfice qui est réalisé dans le nickel qui est dans ce morceau d'inox-là, vous en avez 10% qui est pour le mineur, vous en avez 30% qui est pour le fondeur et vous en avez 60% qui est pour l'aciériste. Donc, quand je parle, moi, d'intérêt général, l'objectif, il est de pouvoir pénétrer. On est déjà au niveau du mineur, on en a un en face de nous, on l'a au niveau donc, du fondeur, et l'objectif, il serait aussi de pouvoir pénétrer l'aciériste au bout du compte, où c'est là où, je dirais, l'ensemble est le plus juteux. Donc, quelque part, c'est de se dire, si on ne fait que de l'exportation de minerais sans retour, on s'arrête à la première phase. C'est pas que de l'exportation, c'est une partie, ça porte sur 2 millions de tonnes, et une partie de Thiébagui, Thibaut Marthelin. Alors, moi, je voudrais rebondir sur cet exemple. C'est vrai que la valeur ajoutée, effectivement, croît en fonction du niveau d'affinage du métal. Après, il faut regarder aussi la structure des coûts. Encore faut-il le faire en gagnant de l'argent, sinon ça n'a pas de sens. Le faire à perte, ça n'a pas de sens. Pour en revenir donc justement sur ces histoires d'export des réserves métallurgiques,
encore une fois, il ne s'agit pas d'ouvrir complètement les réserves métallurgiques, mais d'ouvrir la partie des réserves métallurgiques qui n'est pas traitable dans les usines adossées à ces gisements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment Donc les saprolites de Goro, qui sont impropres au traitement par voie acide, et les latérites de Thiebagui, qui déstabilisent considérablement le process pyrométallurgique dans les fours d'Ognambo. Donc ce minerai-là, il est traitable dans d'autres unités, que ce soit sur le territoire ou ailleurs, a priori c'est plutôt ailleurs. Il est économiquement intéressant de pouvoir également le valoriser, alors même qu'on l'a déjà manipulé et qu'on a déjà mis du coût sur ces tonnes-là. est-ce que ce n'est pas aussi un peu ouvrir la boîte de Pandore? C'est effectivement 2 millions de tonnes, mais après, pourquoi pas 5, 6, 7? C'est surtout ne pas à nouveau se poser la question. Je veux dire que la réponse, vous les avez entre les deux intervenants. C'est à nouveau, on ne se pose pas la question de comment, dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, on peut traiter ces minerais. Je veux dire que c'est effectivement, et c'est là que quand on politise au sens politicienne, trop le débat sur la stratégie nickel, effectivement, on a des affrontements alors qu'on devrait avoir des intérêts communs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, exemple, on a un intervenant qui a des minerais avec une faible teneur, qui ne peut pas traiter, lui, dans le process dans son métallurgique, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas au profit d'un autre acteur qui, lui, a une usine, évidemment, en l'occurrence, là, c'est la province Nord, dans le Nord, qui pourrait effectivement le traiter pour l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et ramener après un bénéfice pour la Calédonie. Mais pourquoi est-ce que cet intervenant, avec l'aide des collectivités, et M. Cortot me rappelait qu'il n'y a pas que la province Sud, il a raison, dire que dans l'intérêt des collectivités, qu'on crée un outil qui permette derrière de valoriser. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on réagisse aujourd'hui dans l'urgence. Et dans la question que vous posiez sur l'intérêt de ces textes qui vont passer au Congrès, j'espère que ça réveillera l'intérêt des élus pour essayer de réfléchir à une stratégie nickel qui permettra de valoriser l'ensemble des ressources, utilisables ou pas par certains acteurs calédoniens, mais utilisables toujours dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Parce que les saprolites de Gros pourraient être traités à l'usine de Corée de Gwangyang. Exactement, mais pas uniquement. Pas uniquement. Je dis que si à partir de là, il y a une volonté politique, moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur en disant, mais vous avez du nickel ici qui ne peut pas être traité. Hein, mais nous, la recherche, c'est de se dire comment en fin de compte ce nickel qui peut être traité à l'extérieur, mais ce traitement à l'extérieur nous rapporte aussi quelque chose. Et c'est l'exemple de Corée où en fin de compte, le traitement du nickel qui se fait à l'extérieur nous rapporte 51% donc des bénéfices qui sont réalisés. Donc c'est cela. Et à partir du moment où s'il y a une réflexion et s'il y a une stratégie pays au niveau du nickel, vous avez aussi, je puis vous le dire, d'autres possibilités de partenariat importants et avec les pays asiatiques et avec la Chine, exactement dans le même domaine. Et où en fin de compte aujourd'hui, il y a un tel besoin que les gens sont moins demandeurs aujourd'hui de sécuriser tout leur approvisionnement en étant actionnaires en Nouvelle-Calédonie. Il suffit simplement qu'ils aient la garantie d'avoir de la matière première sur 20 ans et 25 ans, et à partir de là, ça vous donne 51% donc de l'usine. Alors, on a parlé de Vale, de la SLN. On va aussi parler de l'usine du Nord. C'est vrai, donc, l'usine du Nord, là, le pays, enfin, en l'occurrence la province Nord, est majoritaire dans le capital, mais avec 51%, mais elle a une dette, dit-on, de 1000 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est tenable pour une collectivité d'avoir une dette comme ça? Qu'en pensez-vous, Thibault Marthelin? Alors aujourd'hui, à mon avis, le principal problème de l'usine du Nord, c'est de trouver les moyens de la faire fonctionner telle qu'elle a été dessinée. Et c'est ce à quoi il s'évertue tous les jours. Aujourd'hui, on a un process qui est un peu différent des autres usines pyrométallurgiques qu'il y a dans le monde. C'est un choix qui a été fait à une époque révolue. On l'a dit tout à l'heure, le marché a changé. Aujourd'hui, il est capital qu'il puisse apporter la preuve que ce process fonctionne. Il faut qu'ils arrivent à le faire fonctionner. Par exemple, 24 000 tonnes l'an dernier, c'est la capacité nominale est de 56 000 tonnes. Alors, ouais, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas? Alors, tout d'abord, la première question, est-il possible que la collectivité, c'est votre question. Par rapport à la dette, effectivement, que ça implique ce montage. Donc, quelque part, il y a la dette. Oui. La collectivité n'a rien à voir au niveau de cette dette.
Cette dette, elle est privée. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. C'est-à-dire, elle est privée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est la grande différence qu'il y a entre une dette publique et une dette privée. Quand on entend dire qu'en fin de compte, chaque enfant qui va naître aujourd'hui, il va naître avec un boulet au pied de je ne sais combien de millions, j'ai entendu ça, mais c'est pas possible. Là, vous avez affaire à une dette privée. C'est-à-dire que celui qui couvre la dette aujourd'hui, qui garantit cela, c'est le privé qui s'appelle Glencore. Donc c'est Glencore. C'est Glencore, c'est inscrit dans le Glencore marbre. Qui se remboursera sur les dividendes qu'elle devra verser à son actionnaire. Exactement. Mais donc ça veut dire que les dividendes, dans 10, 20, 30 ans... Peu importe. Non mais du coup, ils s'éloignent. Oui, les dividendes s'éloignent peut-être, mais il faut parler de choses concrètes. Vous avez 1000 milliards qui ne sont pas rien. Glencore n'est pas un philanthrope. Donc il faut aussi savoir qui est Glencore. Quand on vous dit qu'en fin de compte, les 1000 milliards, ça représente grosso modo 0,03% de sa cotation boursière. Donc voilà, ça vous donne un petit peu ce qu'est Glencore. Ensuite, il faut savoir ce qui est inscrit dans le marbre, c'est-à-dire que Glencore, il a la responsabilité de la construction, du financement, du fonctionnement. Ouais. Il a aussi la responsabilité de venir à la place de la SMSP, au niveau des augmentations de capital et autres, sans qu'il puisse y avoir de dilution de capital. Donc cette dette-là, c'est une dette qui appartient au projet, c'est-à-dire à l'usine du Nord. Ce n'est pas une dette qui est couverte par ni la SMSP, ni par la province Nord. Donc le remboursement, si demain ça ne peut pas se faire, excusez, j'espère que ça pourra se faire, mais c'est Glencore qui en prendra la responsabilité. Donc ce n'est pas du tout la même dette qu'une dette publique. Bon, les 28 milliards qui ont été empruntés là au niveau des Covid, les 30 et quelques milliards qui sont encore demandés, ça c'est une dette publique. Oui, et les Calédoniens vont avoir à la payer. On peut imaginer quand même qu'un jour Glencore en ait assez de payer, fasse comme Vallée. Sauf que je suis content que vous terminiez avec un projet positif, parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, l'enjeu de KNS, c'est de passer de ces 20 et quelques mille tonnes à au moins 40 000 tonnes pour équilibrer son activité, et puis aller jusqu'à 55 ou 60 000 tonnes pour effectivement gagner de l'argent. Donc on est encore en phase projet. La bonne nouvelle, c'est que Glencore a confirmé son soutien au projet KNS, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas retiré, malgré les 1000 ou 1200 milliards de dettes, Glencore ne s'est pas retiré, a confirmé son engagement. Et globalement, KNS ne demande rien. Et il ne demande pas d'exportation, il ne demande rien aux collectivités. Aux deux autres acteurs. Il ne demande ni de baisser le prix de l'énergie, ni de baisser, ni d'augmenter les exports. Le projet KNS ne demande rien. Donc, je suis content qu'on termine sur un projet positif. Aujourd'hui, il y a un enjeu industriel qui est fort. Effectivement, passer de 24 à 40 ou 50 000 tonnes, c'est un enjeu industriel qui est important. Mais c'est un projet positif. On est en phase projet encore. Projet qui prend un peu de temps malheureusement, mais en phase projet, et on a encore l'espoir, et l'espoir il est fondé sur le fait que Glencore confirme son intérêt pour le projet et ne se retire pas du projet. Donc ça c'est un élément positif, et KNS ne demande rien aux collectivités. Bonne nouvelle. Thibault Marthelin, vous pensez que justement sur les 3 usines, c'est celle du Nord qui est le moins mal en point finalement? Alors aujourd'hui sur les chiffres, non, aujourd'hui KNS c'est celle qui produit le moins, c'est celle qui a le plus de dettes. Donc non, je ne pense pas que ce soit celle qui s'en sorte le mieux. Elle ne jette pas l'éponge, elle ne dit pas à la fin de l'année je vais faire faillite. Tant mieux, c'est quand même pas le même je souhaite qu'aucune des 3 ne jette l'éponge. Par contre, malheureusement, je pense qu'à un moment donné, on va il y en a une qui jette l'éponge, une qui dit à la fin de l'année je vais peut-être mourir. Elle revend son projet avec derrière un business plan qui pourrait la rendre rentable sous 2 ans. C'est du moins ce qu'ils disent. Laissons au moins le bénéfice du doute à l'usine du Sud que l'on donne à l'usine du Nord. L'usine du Nord, pour l'instant, n'est pas rentable non plus. Et on dit oui, mais elle le sera peut-être un jour. Oui, va aller peut-être aussi. Je le souhaite vraiment. Il y a un plan, il y a une restructuration. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'usine du Sud, elle demande quand même l'aide des collectivités, parce qu'elle demande, elle, des capacités à l'export pour équilibrer son modèle. L'usine du Nord, elle ne demande rien aux collectivités. Avec ses actionnaires, elle continue son chemin. Effectivement, au niveau des chiffres, elle n'est pas sur les capacités de production identifiées, mais elle ne demande rien aux collectivités. Elle continue son chemin. Et si jamais le projet n'aboutissait pas, et personne ne le souhaite comme pour les autres, globalement, Glencore repartirait avec sa dette. Globalement, l'enjeu, il n'est pas comme on peut l'avoir sur SLN et sur Vallée, où je rappelle que l'État
à accompagner au niveau trésorerie les deux projets et qu'aujourd'hui, on a d'un côté Eramet, SLN et de l'autre côté Vallée qui demandent encore le soutien des collectivités, alors que dans le Nord, ils ne demandent rien. Profitons-en, soutenons-les avec toutes nos prières pour qu'ils aboutissent dans leur réalisation, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même modèle entre les trois usines aujourd'hui métallurgiques. Gérald Cortot. Non, moi, ce que je voulais dire, et ce qui est important au niveau de toutes ces démarches, c'est que on s'aperçoit là de ce que peut représenter un massif tel que le Cognon-Bleu ou tel que le Sud. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si Glencore prend toute cette responsabilité-là, c'est uniquement par rapport à la richesse et à ce qu'il y a dans le massif de Cognon-Bleu. Donc, je dirais, c'est aussi le problème, c'est que quelque part, on a toujours voulu aussi un petit peu cacher cette valeur considérable que peut avoir un massif. Est-ce que le pays a encore la maîtrise de ce massif? Parce que certains ont dit, je crois comme Pierre Breténier, que le massif était nantier, qu'en fait, le massif, c'est Glencore qui en a la maîtrise. C'est vrai? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne vais peut-être pas être gentil avec M. Breténier, parce que M. Breténier, donc, il était le porte-voix de Jacques Lafleur et quelque part son homme de main, à la différence malgré tout que Jacques Lafleur reconnaissait que ce qu'était devenu la SMSP était extraordinaire et qu'il n'aurait jamais pu faire ce qu'a fait André Dang. Il l'a dit à plusieurs personnes, je crois même qu'il vous l'a dit à vous aussi. C'est vrai. Ah, vous voyez. Et peut-être les choses qui ne se savent pas, c'est que Jacques Lafleur avait envoyé un émissaire, quelqu'un très proche de sa famille, il le dira s'il le veut, pour demander à 2 reprises à rencontrer André Dang. Il a ensuite fait la démarche, lui, personnellement, Jacques Lafleur, au niveau d'André Dang, et ils avaient prévu de se rencontrer juste après son retour d'Australie, où malheureusement Jacques Lafleur disparaît. Donc c'est quand même la différence qu'il y a. Alors revenons au nantissement de pour revenir au qui était le nantissement, sujet. je ne peux pas m'imaginer que des gens puissent déclarer cela. Ou les gens ne connaissent pas le dossier, ce qui est grave. Alors éclairez-nous, dites-nous. Ou ils connaissent le dossier, je dirais que c'est encore plus grave. Alors, écoutez, moi, encore une fois, l'émission était une émission sans mentir. Voilà, les termes des conditions du plan de financement permanent du Cognon-Bleu, donc ce qui est inscrit dans le marbre. Et vous prenez donc le point F, où il est dit que les hypothèques ne peuvent pas se faire sur les titres miniers. Donc le Cognon-Bleu n'est pas hypothéqué, c'est inscrit et c'est pas possible. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fin de compte, Glencore, il s'appuie uniquement sur la quantité de nickel et sur la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et alors, parce que j'y étais au tout début avec Falconbridge, je sais qu'ils estiment qu'il y a pour plus de 50 ans, voire 60-70 ans de matières premières pour pouvoir faire fonctionner cette usine. Mais avec, si vous voulez, l'évolution des technologies, je suis sûr qu'il y en a pour plus longtemps. Donc, il faut inscrire ça dans cette réalité. Quand on fait un investissement où on demande en fin de compte qu'il y ait des réserves pour plus de 50 ans, on va peut-être pouvoir prier, mais attendons un petit peu, attendons que ce process qui est un process innovant. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Alors, par contre, excusez-moi, ce qui est aussi important de savoir, c'est que je ne veux pas faire un parallèle entre ce qui se passe, mais c'est qu'au niveau du Nord, les gens ont eu à absorber l'ensemble des dépenses. C'est-à-dire que l'usine, la centrale électrique et autres, elle rentre dans le projet. Au niveau du Nord, contrairement au niveau de la SLN et au niveau du Sud, il n'y a aucun soutien au niveau emprunt de la France. Il n'y a eu que la défiscalisation, pas sur l'usine, sur la centrale électrique, point final. Et il y a eu la soulte aussi qui avait été versée à la SLN. Oui. Mais à partir de là, vous aviez des conditions qui étaient extraordinaires. Et je termine rapidement. Une des conditions, entre autres avec tout ce qu'il fallait verser avec les engagements et autres, ça a été celle de construire en une seule fois cette usine.
À l'époque, Falcon Bridge, il n'était pas opposé, mais bon, il a accepté par rapport au massif, mais ils en payent aussi un petit peu les pots cassés. Parce qu'en général, on construit la première ligne, on la met aux normes, on la fait fonctionner, surtout quand c'est un projet comme celui-là, et puis la deuxième ligne. Là, à partir du moment où tout a été construit d'un seul bloc, eh bien, les problèmes que vous trouvez sur la première ligne, vous la trouvez sur la deuxième ligne, et c'est entre autres ce qui se passe en ce moment. Oui, ce qui se passe en ce moment. La montée en puissance. Voilà. Alors, malheureusement, l'horloge tourne, donc j'aurais voulu également parler de POSCO, qui est l'autre usine offshore en Corée, qui est un modèle aussi, qui fait partie du modèle défendu par le FLNKS. Mais est-ce que toutes les questions qu'on est en train de se poser sur le nickel, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais réussi à définir une véritable stratégie industrielle ? Pour rappeler qu'il y a des tas de rapports qui s'empilent dans les tiroirs et qui finalement n'ont jamais servi. Est-ce qu'il faut définir une stratégie pays, Thibault Marthelin ? Alors, je pense déjà que, effectivement, le bon sens, la stratégie pays, ce serait de quelle manière les unités nickel qui sont extraites du sol calédonien sont le plus rentables et le plus profitables à la Calédonie. Donc de choisir un modèle ? Non. Non, parce que suivant que vous êtes sur des latérites à 1,4%, sur des saprolites à 2,35%, sur des saprolites à 1,9%, sur des moyennes teneurs à 1,7%, 1,8%. Et c'est en ça, à mon avis, qu'on fait fausse route, c'est qu'aujourd'hui, en politisant énormément le sujet nickel, à mon avis, on ne regarde pas l'intérêt économique de cette activité. Je ne pense pas qu'il faille opposer les modèles. Je pense au contraire qu'il faut développer plusieurs modèles. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, comme on fait aujourd'hui, finalement. Mais oui, mais en optimisant, justement, en essayant de ne pas avoir des modèles figés, parce qu'aujourd'hui, le monde économique change plus vite que la stratégie qu'on essaye d'établir depuis 15 ans. Donc il faut de la souplesse, de l'agilité, faudrait synchroniser le temps politique et le temps industriel, c'est quand même très difficile en Calédonie. Il faudrait arriver à retrouver une confiance mutuelle entre la sphère politique et la sphère économique, parce que l'intérêt économique est souvent lié également à l'intérêt commun. Xavier Benoît. Alors, pour moi, la stratégie nickel, ce n'est pas une stratégie politique. Je maintiens que c'est une stratégie de valorisation, effectivement, de la ressource nickel dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je partage ce point de vue-là. Je pense que dans une stratégie, on peut très bien inclure des outils d'agilité et d'adaptation des stratégies. Celui qui ne le fait pas aujourd'hui, il est simplement mort au niveau économique. Et effectivement, il faut qu'aujourd'hui, on n'hyper-politise pas, mais au sens politicien du terme, et non pas au sens de la chose publique, ce débat et cette stratégie nickel. Mais c'est une urgence aujourd'hui, parce qu'on voit qu'effectivement, on passe plus de temps à se tirer des balles dans le pied et à se taper dessus, plutôt qu'à essayer de trouver une solution qui va permettre de valoriser une ressource pour le bienfait et le bien-être des Calédoniens. Selon vous, cette stratégie, pour vous, elle passe par une plus grande maîtrise de la Nouvelle-Calédonie, de sa ressource. C'est ça souvent le débat et c'est ça ce que réclament les indépendantistes, c'est que le pays maîtrise mieux sa ressource. Est-ce que pour vous, ça ne peut passer que par une prise, une montée dans le capital ? Comment vous voyez les choses ? Éventuellement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fin de compte, ça découle plus du bon sens. Parce qu'à partir du moment où dans ce domaine-là, on n'a pas une vision de l'intérêt général et des politiques, enfin de ce qui est nécessaire de mener, qu'en fin de compte, c'est la politique politicienne, les histoires de personnes qui prennent le dessus, il est sûr qu'à partir de là, on n'aura pas la possibilité de mener à bien le cadre dans Mais vous, lequel justement, doit votre évoluer. cadre, quelle est votre vision ? Vous êtes comme M. Marthelin, vous pensez que plusieurs modèles, selon les produits, peuvent cohabiter, que la stratégie doit mettre en place un seul modèle ? Non, vous avez éventuellement plusieurs modèles qui peuvent exister. L'objectif pour moi, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est de se dire comment au bout du compte la Nouvelle-Calédonie peut être partie prenante dans les trois éléments que j'ai cités, c'est-à-dire la mine, la première transformation à la fonderie et au bout l'aciériste. Et demain, au niveau donc du sud, au niveau des batteries spécifiques, je ne sais pas, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en discuter. Est-ce que la stratégie, c'est pas aussi que peut-être le nickel rapporte plus
à la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai ici, comme disent souvent les observateurs, la terre est gratuite. D'ailleurs, il y a une taxe et une redevance qui sont dans les tuyaux, qui étaient dans les textes miniers présentés. Vous y êtes favorable, Thibault Marthelin ? Alors sur la taxe à l'extraction et à l'exportation, la profession y est très largement favorable, oui. D'une manière générale, où je ne vous rejoins pas, c'est quand vous dites que la mine et la métallurgie ne sont pas assez taxées en Nouvelle-Calédonie. Il y a un rapport Ernst & Young de 2013 qui est en cours d'actualisation qui montre que la pression fiscale sur ces deux activités est très forte et elle est largement comparable à celle qui est exercée dans des pays développés comme l'Australie, le Canada. Par contre, ce que je pense, moi personnellement, c'est qu'il y a besoin de revoir cette fiscalité minière, de la rendre plus transparente et qu'elle soit mieux fléchée vers les communes qui supportent qui essuient les plâtres, qui payent le prix des pollutions. De cette activité industrielle. D'accord. On viendra sur la fiscalité peut-être dans une autre émission parce que nous arrivons bientôt à son terme. Avant de vous quitter, je vais vous demander de me dire quel est le fait de l'actualité de cette semaine que vous avez retenu, Xavier Benoît. Ouais, moi, ce qui aujourd'hui remonte à l'attention, c'est cette crise Covid-19 qui met plus de la moitié de la planète à l'arrêt, qui nous donne chaque jour des chiffres qu'on ne comprend même pas, des milliards de dollars ou d'euros qui sont investis sur des plans de relance, des dizaines de milliers de personnes qui sont au chômage partiel ou pas que partiel. Donc effectivement, c'est le fait qui, dans notre quotidien, nous anime. Et la Calédonie n'est pas en dehors de ce phénomène. Mais je crois qu'il faut voir comment est-ce que notre monde va changer, ou comment il a changé, parce que je pense que le monde a changé. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est hier soir, je suis allé à la rencontre et sur l'invitation d'un cluster calédonien qui s'appelle Native NC, et qui croit effectivement aux capacités de la Nouvelle-Calédonie pour rebondir et développer un modèle où il n'y a pas que le nickel, et où effectivement on a des savoir-faire et des capacités en dehors du nickel. Et je fais le rapprochement avec l'étude du Sérum qui a été présentée vendredi dernier et qui nous dit que l'économie calédonienne a une résilience face à cette crise qui est intéressante, notamment grâce à son industrie, puisque 11% de la valeur ajoutée calédonienne est faite avec son industrie, alors qu'en Polynésie on n'est qu'à 3%. Et donc on a des signes d'espoir, il y a des jeunes qui y croient, et félicitations à ce cluster Native NC qui porte cet espoir. Vous avez Gérald Cortot. Qu'avez-vous retenu ? C'est peut-être pas l'actualité. J'ai envie de dire que, en conclusion peut-être de cette émission, c'est que le bon sens n'a pas de couleur politique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que manifester et exiger quelque part que la valorisation du patrimoine commun de ce pays puisse se faire avec des entités pays dont l'actionnariat a les meilleures connaissances techniques et de gros moyens, je dirais, économiques et financiers, je dirais que ça, c'est du bon sens. Mais en plus, ce bon sens-là, il contribue quelque part à construire la communauté de destin. Parce qu'on va avoir des pays qui vont prendre en compte, des habitants qui vont prendre en compte leur pays qu'ils aiment et où ils habitent. Merci. Vous n'avez pas joué le jeu de l'actualité, c'est pas bien. Thibault Marthelin. Eh bien, j'ai lu il y a 2 jours, je crois, dans le journal, que le gouvernement avait autorisé la construction de 130 MW supplémentaires en énergie photovoltaïque. Oui. Et ça fait tout à fait lien justement avec l'économie du nickel. C'est très bien, ça va dans le bon sens. Je pense effectivement que face à la crise qu'on vient de vivre, le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. En tout cas, il ne doit pas l'être, c'est très clair. Par contre, j'invite effectivement les politiques et la Calédonie et tous les acteurs calédoniens à se poser des questions et à aller au-delà de ce simple greenwashing. C'est comment aujourd'hui on reconstruit une société, un modèle économique, une industrie avec moins de carbone, avec plus d'énergie verte, sachant que cette énergie, eh bien, elle est variable, elle est cyclique. On l'a vu. Et l'actualité nous rattrape aussi en Californie où ils ont des problèmes d'alimentation électrique parce que le temps n'est pas suffisamment beau ou il n'y a pas suffisamment de vent. Donc il va y avoir un vrai enjeu pour stocker et redistribuer cette énergie verte qui n'est pas disponible à tout instant. Donc il va falloir adapter les modes de production, il va falloir adapter les modes de consommation, il va falloir développer les capacités
de stockage, que ce soit l'électromobilité, que ce soit la fabrication d'hydrogène. Voilà. Merci, je suis désolée de vous interrompre. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus à cette première émission de Sans mentir. On se retrouve le mois prochain. Belle soirée à tous.